Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 113. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui est Ludovic Dujardin, qui est cofondateur de Petit Bambou, une communauté et un service mobile de méditation guidée, disponible en 7 langues pour 7 millions d'utilisateurs en 40 pays. Nous discutons avec Ludovic de son parcours, le succès important de Petit Bambou, comment éviter la bataille de l'esprit toujours plus, l'état d'avancement de la méditation. On explore également le nouveau livre écrit par Dominique Butet avec les illustrations par Marie Renaud, Mes premières méditations avec Petit Bambou, aux éditions Marabout. Une belle source d'inspiration. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré et plongeons alors dans cette nouvelle émission. Ludovic Dujardin, ça fait plaisir de te voir. Eh ben, ça me fait beaucoup de plaisir aussi, Minter. Alors, nous nous sommes rencontrés, il fut un temps, à peu près 7-8 ans. Je suis venu à Lille et tu étais intervenu dans une session qu'on faisait autour de la gestion de communauté. À l'époque, tu avais une toute petite communauté d'1 million de personnes et depuis, ça fleurit. Donc, Ludovic, dans tes mots, comment tu te décrirais avec tes beaux projets de Petit Bambou? Dans mes mots, je suis le cofondateur donc d'un projet qui s'appelle Petit Bambou, qui est une application qui a pour idée de rendre accessible et facilement le meilleur contenu de méditation possible au plus grand nombre. Donc avec mes mots, c'est mon activité professionnelle. Puis mon activité personnelle, je me définis comme quelqu'un qui... Enfin, je me définis. Non, je me définis pas parce que c'est difficile de définir quelqu'un, mais Voilà. j'aime beaucoup la musique, je suis musicien. Je suis passionné de jardinage aussi, et puis je suis l'heureux papa de 2 enfants et j'ai une magnifique femme qui partage ma vie. C'est génial. Et tu as raison, pour moi, c'est tellement important de pouvoir rajouter ces éléments personnels dans son profil, identification. Il n'y a pas que le boulot, quoi. Enfin, même si ton boulot est toi. Ouais, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je réfléchis beaucoup en ce moment, sur la part du personnel et enfin la séparation qui se fait entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et je trouve qu'on a tendance à vouloir très cloisonner les 2 en disant qu'on a une vie personnelle et une vie professionnelle. Et moi, j'aime bien dire qu'en fait, on n'a pas 2 vies, on a une seule vie. Donc j'ai une vie avec des aspects professionnels, des aspects personnels. Des fois, ça se mélange, des fois, il faut que ça soit séparé. Et j'aime bien réussir à réintégrer un peu tout ça. C'est pour ça, quand je me Ben, présente, j'aime bien dire les 2. tu me lances une perche, mon Dieu, car en fait, c'est le sujet principal de mon nouveau livre. Et Ah, comment génial! faire et quelle est la part de soi-même qu'on doit garder privée, quelle est la part qu'on devrait amener dans un contexte professionnel, et par ailleurs, l'impact du professionnel dans le personnel. C'est comme si ce mur, enfin non, il n'y a pas de mur, et c'est très fluide. Et par exemple, le niveau de sommeil, enfin, l'impact sur ta vie professionnelle. Tu as tout à fait raison et c'est vrai que moi je m'inscris un peu en rébellion, sur cette idée qu'il faut que tout soit séparé. Je trouve que je sais pas si c'est français ou si c'est européen, voilà, mais on dit qu'il faut bien protéger les 2 aspects et donc du coup les gens ont tendance à ériger ce mot, j'ai posé le même mot que toi, un mur entre les 2 et je suis pas sûr que ça soit vraiment quelque chose qui soit bon pour nous en tant qu'êtres humains. Donc j'aime bien ces notions de fluidité, quoi. Alors par contre, évidemment, je me souviens, j'avais travaillé un peu aux États-Unis dans les années 2000, où là, il y avait la part du professionnel prenait vraiment tout le pas sur le personnel. C'est-à-dire qu'on travaillait jusqu'à Mmh. 23 heures le Ouais. soir. Enfin, c'était l'ambiance start-up avec les pizzas et machin. Et donc en fait, il y avait plus de vie personnelle. La vie Mmh. professionnelle prenait le tout. Et c'était pas bon non plus. Donc ouais, je trouve qu'il faut qu'il y ait de la fluidité entre les 2 Mmh. et effectivement, il y a des aspects qui sont strictement professionnels et des aspects qui sont strictement personnels. Mais il y a quand même tout un milieu qui doit, je Ouais. trouve, où on gagne beaucoup à ce qu'il y ait des frontières fluides entre les 2. Et ce que tu décris, en fait, pour moi, si je regarde les États-Unis, ce genre de comportement, c'est plutôt un comportement de start-upper, plutôt de Silicon Valley. Car Ah, dans beaucoup d'autres lieux, on va quitter le bureau à 5h01. oui, effectivement, moi oui, Car j'habitais il San faut pas Francisco, oublier, c'était Silicon Valley. oui, oui, exactement. Et puis, par ailleurs, comme tu as que 2 semaines de vacances, tu Ouais. pars à 5h01. Car en fait, si tu es en France, tu as des dizaines de semaines, enfin je plaisante,
de vacances. Par rapport aux Américains, c'est pareil, mais juste fou. Ouais, C'est un peu normal que ça mange sur le temps de travail, enfin, et inversement. tu as tout à fait raison. Tu vois? Oui, et puis il y a pas une bonne culture et une mauvaise culture, en fait, hein. Non, C'est de l'observation de culture et pour essayer absolument. de retrouver pour soi quelle est la place juste, en fait. Donc je suis pas du tout en train de ni critiquer les Américains ni les Français. Non, C'est non, plus non. observer pour faire la synthèse, pour quelque chose pour retrouver une formule qui soit un peu plus, proche de mes propres aspirations. Et en tout cas, en tout état de cause, il est question de trouver, la culture qui te convient. Car Exactement. en fait, il y a pas bon et mauvais. Il faut trouver ce qui est dans ton courant et puis après, à toi charge de toi de trouver ton voyage. Ah bah, tu as tout à fait raison et tu as tout à fait raison et moi, oui, je vais peut-être réinsister quand même sur ce notion. J'aime pas le vie professionnelle et vie Mmh. personnelle. Mmh. On a une vie, on est nous. Bah, Moi, je suis Ludovic et j'ai une seule vie dans laquelle il y a un aspect professionnel, dans lequel il y a un aspect, personnel, mais c'est pas du domaine de la vie professionnelle, c'est ouais, l'activité professionnelle dans ma vie et ouais, l'activité personnelle dans ma vie absolument. et puis je suis au milieu de tout ça, voilà. Donc faut trouver Et le bon. je dois imaginer quand même que c'est essentiel dans ton approche, ce que tu as fait avec le petit bambou. Donc on va parler du petit bambou. Enfin, je m'en souviens quand, avec le petit sourire, le petit bambou, c'était un projet, enfin déjà bien tu as lancé en 2012 si je me souviens pas, enfin j'ai raison Oui, c'est ça. En fait, au début, et c'était tu juste as une vas-y. communauté par contre. Ouais, Ah oui, ouais. d'accord, c'est une communauté. Tu as transféré ça sur le guided meditation, la méditation guidée, Oui, en français, en petit bambou et aujourd'hui, donc on est en 2021, tu as ce que je vois sur ton profil, 7 millions d'utilisateurs avec 6 langues et 17 employés. Parle-nous de ce trajet que tu as fait. Comment tu as choisi ces langues? Quel pays tu as voulu faire, pas faire? Parce que le marché ouais, est quand même occupé, surtout l'anglais. ouais, tout à fait. Alors en fait, oui, Petit Bambou, c'est une histoire qui est assez singulière parce que ça n'a pas commencé comme étant, un business. Ça a commencé comme étant un projet personnel de communauté où j'avais utilisé ça sur Facebook parce qu'à l'époque, je savais faire un peu de communauté Facebook pour Je pouvoir confirme. véhiculer ouais, pour pouvoir véhiculer des petites choses positives, qui avaient vocation à remettre de la joie dans le quotidien et donc cette communauté, elle a très, très bien fonctionné. Et c'est ensuite où c'est mon associé, donc parce qu'on est 2 fondateurs dans Petit Bambou, qui est venu me voir en me disant: «Écoute, cette communauté, elle est super, si on lui ajoutait de la méditation, ça serait encore mieux». Parce que la méditation va être quelque chose qui va permettre d'apprendre aux gens à focaliser leur attention justement sur la joie qu'ils sont en train de vivre en créant voilà. Donc il y avait une adéquation entre la communauté et le monde de la méditation et donc on a décidé d'en faire, une société, ce qui n'était pas le projet initial. Et donc on a commencé comme ça, on a créé nos applications, on a recruté des instructeurs de méditation qui ont écrit des contenus pour nous parce qu'on ne voulait pas les écrire nous-mêmes, parce qu'on n'était pas compétents tout simplement. J'aime bien comparer Petit Bambou de temps en temps à des plateformes comme Spotify ou Deezer. C'est-à-dire que Spotify ou Deezer, c'est pas forcément des musiciens qui ont fait Non. cette plateforme. C'est les musiciens, c'est les Beatles, Metallica et les Rolling Stones et ils diffusent ces contenus et ben, nous, on est un peu pareil avec Petit Bambou. C'est-à-dire qu'on est les diffuseurs des contenus, passionnés de méditation évidemment, pratiquant la méditation, pas forcément évidemment, mais évidemment dans notre cas et voilà et en fait, donc d'abord en français parce qu'on est tous les 2 français donc ça, c'était en 2015 et en fait, le succès était, très vite au rendez-vous. Succès au sens, business, j'ai envie de dire. Presque, de manière assez enfin, pas si surprenante que ça, mais c'était un peu plus fort que ce qu'on avait imaginé. Donc c'était une très bonne nouvelle C'est sûr. et donc du coup, on est très vite arrivé dans la rentabilité de notre société, la viabilité de notre société. On a pu embaucher, donc on est resté en français pendant 2 ans. Ensuite, on a décidé de s'internationaliser. On n'a pas commencé par l'anglais effectivement, parce que le marché, de l'anglais était très trusté par des sociétés américaines et on s'est dit: «Ouh, ça va être compliqué nous avec nos petits bras d'aller rentrer dans cette arène-là». Donc on a commencé par l'allemand, ensuite on a fait l'espagnol, puis l'anglais parce que bon, de toute façon c'est nécessaire de faire l'anglais parce que tout le monde parle anglais plus ou moins dans le monde et puis l'italien et dernièrement le néerlandais. Et quand tu as commencé avec l'allemand, c'était parce que c'était le marché européen le plus grand?
Tu as changé, c'est pas exactement le même nom, n'est-ce pas? Tu Ouais, écris et on a répètes changé de nom. différemment. Oui, Petit Bambou, c'est un nom qui est très, très français et on s'est dit: «Peut-être qu'en Allemagne, ça va pas fonctionner», donc on s'appelle Bambou, BAMBU, point dot DE, voilà. Je suis pas sûr que ce soit une bonne décision. En tout cas, c'est la décision qu'on a prise à l'époque et oui, donc on a pris le marché allemand parce que en fait, j'aimais bien ce marché parce que ça nous permet déjà, c'est un gros marché en Europe, donc il y a de l'enjeu et c'est un marché qui est assez concentré autour de l'Allemagne. C'est-à-dire que c'est pas comme l'espagnol où on parle de De espagnol dans le monde différences entier. espagnoles, oui. Ouais, exactement. Donc on s'est dit comme ça, on va pouvoir se focaliser d'abord sur l'internationalisation de la solution technique, ce qui était un enjeu qui était pas si simple que ça. Comprendre comment faire, quels sont les Exactement. leviers, parce que là, tu avais une communauté française, francophone. Ouais. Alors là, tu te lances sur l'Allemagne. Tu as pas la même plateforme. Est-ce que ça doit être par le SEO? Comment tu t'y prends, quoi? C'est ça les enjeux ou c'était plutôt, tu voulais savoir par ville, par pays? Comment tu t'imaginais de faire l'intégration? Alors on s'est dit que, non, alors pas trop par le SEO, parce qu'on se dit: «Bon ça enfin on pense pas vraiment que les gens cherchent application de méditation sur les moteurs de recherche pour télécharger une application». Donc on est plutôt passé par les instructeurs de méditation. Mmh, Donc on a voulu recruter des instructeurs de méditation natifs allemands qui de toute façon on avait besoin d'eux pour écrire le contenu. mmh. Et on s'est dit, bah, eux vont être les ambassadeurs, c'est eux qui vont faire la publicité, j'aime pas trop ce mot, mais qui vont parler de cette application Petit Bambou en Allemagne. Donc on voulait une démarche qui soit, on appelle ça multilocale chez nous. Là. On veut, quand on est en Allemagne, bah, on est local en Allemagne avec des instructeurs allemands. Alors évidemment, on a pris aussi une agence de presse pour essayer de faire parler un peu de nous. Bien On a sûr. évidemment pris de tout ça, mais vraiment la démarche qui est un peu singulière, notamment par rapport à nos confrères américains, c'est que nous, on veut des instructeurs locaux qui parlent avec le bon accent, Mmh. qui savent exactement la précision des mots et la sensibilité des mots qui sont utilisés dans les méditations, que ce soit les bons, quoi. Donc du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a fait. En Allemagne, avec un succès assez moyen, pour tout te dire. On Ah. n'a pas été, on sait pas trop, on n'a pas encore trouvé tout à fait trouvé la formule, mais on a répliqué ça en Espagne et ça a très, très bien marché. En Italie, ça commence à marcher très, très bien et la Hollande, c'est très récent, mais les chiffres sont plutôt bons pour l'instant. Alors pour revenir donc, quand tu as commencé, de mémoire, c'était ta voix sur Petit Bambou en français. Ah C'est non, pas non. vrai? Non, 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 c'est pas toi? ça a jamais été ma voix. Non, Bah, tu as c'est une belle voix, tu as une belle voix, ça ah aurait bah, pu c'est sympa. l'être. Donc tu Non, avais non, donc un instructeur? on a trouvé alors on a trouvé un instructeur, mais qui voulait pas que ça soit sa voix. Donc le tout premier qui nous a fait confiance, voulait écrire juste les textes. Et donc on a, cherché une voix en fait, hein. Ça n'a pas été si simple que ça et on a trouvé, la voix de Mathilde, une fille qui a travaillé avec nous, sur tous les débuts de Petit Bambou et qui est passionnée de méditation. On l'a rencontrée dans un séminaire de méditation Mmh. et qui était actrice de théâtre aussi Ah oui, et donc il y avait une façon de poser sa voix qui était, en fait, elle avait tout. remarquable. On Ouais. retrouve les chambres des poumons et Exactement et puis comme elle était passionnée de méditation, elle avait aussi cette sensibilité sur mmh. où est-ce qu'on met l'emphase, où est-ce qu'on met les silences. Il n'y a pas eu besoin de la briefer sur ça, elle était, au moins aussi compétente que nous dès le départ. Si j'imagine, donc la qualité de l'instructeur et sa voix est très important, Ouais, mais ce que je comprends en dessous, je sous-entends, le réseau et la plateforme de ces personnes est aussi important dans un lancement dans un pays que tu connais pas. absolument, absolument. Donc il y a ça qui est important et il y a aussi, là où en est le pays vis-à-vis de la méditation. Parce que il y a des Mmh. pays où la méditation est très ancrée, les États-Unis en sont un exemple, je pense que l'Angleterre, la France aussi, c'est très fort. On a eu des figures un peu emblématiques qui ont parlé de méditation depuis très longtemps et donc en fait les Français, j'ai envie de dire, je parlais des Français, ils avaient envie de méditer en fait, hein. Ils avaient déjà Mmh. acheté beaucoup de livres de méditation, ils méditaient avec des CD qui étaient dans les bouquins. Mmh. Donc il y avait une espèce d'attente, pour une solution simple, pratique, pour pouvoir faire ses méditations où on veut et c'est vrai que le téléphone pour ça, le smartphone, c'est un très bon outil parce qu'il est dans notre poche. On peut méditer, dans un abribus, quand on attend son bus. On peut méditer, dans une file d'attente. On peut méditer au bureau. On peut méditer un peu partout et dans d'autres pays, c'est plus difficile parce que peut-être que le pays a moins été sensibilisé à ces questions de méditation et donc du coup, c'est là où les instructeurs sont très importants parce que c'est eux qui portent la voix de pourquoi la méditation, c'est quelque chose qui devient nécessaire, bon le mot est un peu fort, mais qui devient utile dans nos rythmes de vie actuels.
Mmh. Et c'est plus difficile pour nous de le faire parce que nous, on est parti pris. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on va dire aux gens que c'est bien de méditer vu que c'est ce qu'on fait. Mais les instructeurs ont peut-être plus de légitimité pour démocratiser, pour inviter les gens à méditer que nous. Il y a moins le sens commercial derrière quand c'est l'instructeur, en fait. Il est plutôt prescripteur. Absolument, absolument. Même si nous, on n'aime vraiment pas se dire commercial et c'est ce qui nous différencie beaucoup de nos confrères américains. Et ça s'explique par plein de choses, hein, parce qu'on n'a pas d'investisseurs qui nous demandent de la rentabilité, on est indépendant, donc en fait, on n'est pas dans souvent je cite un titre de Led Zeppelin, tu vois, qui fait un titre qui s'appelle The Battle of Evermore. Nous, on n'est pas Mmh. du tout dans cette logique-là, on n'est pas dans la bataille du toujours plus. On a passé tous les steps de développement de Petit Bambou qui nous permettent d'être complètement à l'aise, de pouvoir investir, de pouvoir, vraiment faire notre métier le plus tranquillement possible, sans une quête du toujours plus. Donc du coup, on essaye Mmh. de pas être commercial, mais on peut être perçu comme tel, même si notre intention n'est pas celle-là. Donc c'est là Mmh. où les prescripteurs, instructeurs de méditation sont plus légitimes que nous. Alors, évidemment, comme j'aime beaucoup les langues, tu disais que tu cherches un instructeur qui est pas capable de parler dans la langue locale. Quand tu prends en Allemagne ou une Italie, est-ce que tu prends quelqu'un pour Napoli qui est différent de Milan? Est-ce que tu es dans ce genre de subtilité ou c'est quand même juste l'italien, l'espagnol pour l'Espagne, la catalano? Ou est-ce que tu as besoin d'apprendre un mexicain pour le Mexique? Comment tu divises ces langues et jusqu'à quel point faut-il être local? Ouais, c'est une très bonne question. C'est une question sur laquelle on n'a pas encore trouvé l'équation qui, fonctionne bien. Parce qu'effectivement, il y a plein de façons de parler des langues différentes et l'espagnol est un très bon exemple pour ça. C'est vrai que quand on l'espagnol dit sud-américain est pas tout à fait le même que l'espagnol, castillan et sans parler du catalan qui Oups, oups. oups, oups, OK, j'ai rien dit. Écoute, on essaye de faire au mieux. En fait, notre façon de faire, c'est de travailler avec des instructeurs qui ont envie de travailler avec nous. Mmh. Et donc, du coup, s'il est très castillan, ben, on va travailler avec cette personne-là, mais on va pas se limiter à un instructeur par langue. Donc, on va travailler avec 5 ou 6 instructeurs par langue. Il y a pas un représentant de Petit Bambou en Allemagne ou un représentant de Petit Bambou en Espagne. Ils sont 5 ou 6 par pays, voire plus. Enfin, c'est vraiment pas limité. En France, je sais pas, on doit avoir 40 instructeurs, je pense, en tout, qui ont écrit pour nous. Donc en fait, on surfe sur l'envie de se réunir autour Mmh. de ce projet, Mmh. de démocratiser la méditation. Et voilà. Et donc, mais on a eu des surprises, hein. Par exemple, il y a un mot qui en espagnol ou en sud-américain se prononce pas du tout de la même façon et qui est un mot très important en méditation. C'est le mot expiration, où on Mmh. dit expiration en castillan et expiration en. Donc il y a un X ou un S. Mmh. Et en castillan, je crois que expiration, ça veut dire rendre son dernier souffle, ce qui Et est pas du tout la bonne idée. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est important de travailler avec plusieurs personnes pour comprendre oui, ça, parce que oui, si on dans une méditation, on dit inspirez et rendez votre dernier souffle, ça va pas. c'est bien différent. Quoique, quelque part, ça me fait penser que quand même, j'ai envie de dire tout ça, cette envie d'être présent, cette capacité à travers la méditation d'être présent, c'est je le mets moi dans un contexte d'être face à sa mort et plus tu es capable d'embrasser, comme on dit en anglais, embrace, Ouais, ouais. d'accepter la mort, plus tu vas être concentré sur le présent. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais ceci étant dit, j'ai pas envie de faire peur à tout le monde en disant que Ouais, vous ouais. embrassez votre mort pour pouvoir méditer. Mais Non. effectivement, moi, j'aime bien cette notion de polarité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets comme ça. C'est pour être vivant, il faut accepter qu'on soit mortel. Mmh. Sinon, on va faire des choix qui vont avoir tendance à vouloir repousser notre aspect mortel, alors qu'en fait, on l'est. Et on le voit bien dans cette période Covid, là, on parle beaucoup Absolument. de sauver des vies. Et en fait, je trouve qu'on peut pas sauver une vie. C'est-à-dire qu'on peut la prolonger éventuellement, mais on peut pas sauver. En fait, on est juste mortel. C'est comme ça. Et donc, il y a une partie d'acceptation de cette polarité. Et on peut voir ça avec beaucoup de sujets, hein, je sais pas, des fois on est très énergique, mais il faut accepter aussi sa partie qui est un peu plus immobile pour vivre pleinement son énergie. Et donc en fait, accepter les polarités qui sont en nous et la mort est notre faculté, non, notre propriété de mortel sur nous. Bah Mmh. oui, elle est bien réelle. Il y a un moment, on va tous mourir, mais le plus tard possible, j'espère, Ouais, pour pouvoir avoir vraiment du temps de profiter de notre vie et puis ouais. de mourir apaisé.
Oui, mais enfin, en Dans tout cas, longtemps. le Mmh. fait est que il f c'est une fatalité, Ouais, mais c'est pour ça que ça nous encouragerait d'être plus présents et cette absolument. méditation est un outil extraordinaire pour le faire. Je le fais, enfin, je ne fais que 10 minutes par jour, mais je le C'est fais bien. depuis maintenant peut-être 5 ans, tous les matins. Moi, j'utilise une Nouvelle-Zélandaise qui s'appelle, Monique Rhodes, qui est une musicienne également Génial. qui a fait tourner avec Chuck Berry. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'aime. Et donc, je pratique ce que je fais. Donc, intéressant. Maintenant, je voudrais parler avec toi du marché parce que où on en est? On est 2021, on est en plein pandémie. La notion, on a beaucoup d'enfants sous les bras, on a beaucoup de stress. J'imagine que c'est comme les podcasts et plein d'autres choses en effervescence, le marché au total, mais je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelles fibres de connaissances, parce qu'évidemment, il n'y a pas, j'imagine qu'il n'y a pas de chiffres parfaits pour nous Mmh. expliquer le monde, mais comment ça se passe? Alors le marché, il était déjà très robuste avant le confinement. C'est-à-dire que c'est un marché qui est en forte croissance parce que les gens ont envie de prendre soin d'eux, hein, tout simplement. Et ça, voilà, c'est très vrai depuis 3 4 ans, dans tous les pays occidentaux au moins. Le Covid a effectivement a accéléré la croissance de ce marché très fortement en début d'année dernière. C'est-à-dire que là, vraiment, nous, on a vu sur la plateforme Petit Bambou, le mot qui me vient, c'est presque violent, parce que c'était trop fort. C'est-à-dire que sur tous les, Les trop, serveurs ont trop, craché. ouais. Enfin, alors, ils n'ont pas craché, mais heureusement que j'ai une bonne équipe. Oui, 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 exactement. Oui, Ouais, parce qu'on a beaucoup travaillé pour faire en sorte que ça marche et on a eu très peur parce que c'est monté très, très vite. Et, euh, et effectivement, de toute façon, on n'est pas les seuls, hein. Tous les gens qui diffusaient des médias sur Internet, y compris Netflix, ont eu peur à ce moment-là parce que il y avait trop de monde là-dessus. Et alors évidemment, ça s'explique par l'anxiété que les gens vivaient. Ça s'explique aussi par quelque chose qui est un peu plus positif, je trouve, c'est que au moment de ces premiers confinements, les gens ont retrouvé du temps. Alors pas tout le monde, hein, évidemment, moi j'en ai pas retrouvé, mais de manière générale, il y a pas mal de gens qui ont retrouvé du temps et surtout qui ont été bousculés dans leurs habitudes. Et donc ce moment où on est bousculé dans nos habitudes et on a du temps, c'est un moment qui est très propice à inviter une nouvelle chose dans sa vie. Et donc, il y a pas mal de gens qui se sont probablement dit: «Bah, la méditation, j'essaierai bien, mais là, avec mon rythme, ça va pas» et qui se sont dit: «Bah, je retrouve un contexte maintenant où mes habitudes sont volées en éclats, où j'ai du temps, allons-y. Allons-y, mettons-nous à méditation». Donc il y a ça qui est un peu plus positif que vouloir régler son anxiété, je trouve et qui est probablement plus, connecté à l'esprit de ce qu'est la méditation. C'est-à-dire que la Mm, méditation, c'est pas là pour soigner quelque chose, mm, c'est là pour embellir sa vie, j'ai envie de dire. Enfin, mm, c'est un des outils qui permet d'embellir sa vie ou comme tu dis, de se reconnecter au présent et donc de sentir qu'on est vivant et c'est cette mm. beauté-là qui est sympa à revivre, en fait. OK, donc je préfère dire ça plutôt je préfère m'expliquer ça comme ça plutôt que me dire: «Tout le monde est stressé et tout le monde a cherché quelque chose pour se sauver». Oui, oui, tout à fait. Alors oui, pour le Et marché, j'ai plein de trucs à te dire encore, hein, parce que enfin, oui, oui, vas-y, je sais vas-y. pas Oui, si dis-moi, dis-moi. Oui, alors le marché, en fait, le marché des applications de méditation, quand on a commencé, il y avait personne. Il y avait Headspace qui était là un tout petit peu avant nous. Calm n'existait pas, il y avait personne sur le marché français et c'est un marché qui, en 5 ans, a vu beaucoup d'acteurs arriver et voilà et beaucoup d'argent injecté dans ce marché-là et donc des lignes qui ont bougé. Donc effectivement, le marché est dominé par 2 Américains, Calm et Headspace, et le marché européen, bah, le leader, c'est Petit Bambou, donc on est ravis, on est content. Yay! Bah, en Yeah! fait, parce que vous vous êtes concentré sur les langues et vous vous êtes Exactement. localisé, parce qu'en fait, l'américain, il n'a pas cette subtilité enfin, évidemment, il y en a certains qui sont intelligents, mais c'est compréhension de l'Europe et Ouais, il y a qu'il ça. y a une différence entre les Castillans et les Catalans, enfin, il sait où est Napoli, il sait où est Firenze, enfin, pour un Américain, c'est un peu compliqué tout ça. Exactement, exactement. Et puis la façon dont ça s'est organisé aux États-Unis, c'est que les Américains, c'est des entreprises qui ont beaucoup levé d'argent. Donc on parle de Mmh, plusieurs centaines de millions pour les 2. mmh, Et ce qui fait qu'en fait, c'est, donc très bien pour eux, mais c'est une conséquence qui est un peu compliquée, c'est que leur intention fondamentale a peut-être été un tout petit peu, modifiée par une autre intention qui est: «Bah, il faut absolument que je fasse de la rentabilité pour mes investisseurs».
parce que les investisseurs, c'est pour ça qu'ils investissent. Oui. Enfin, ils peuvent raconter plein d'histoires, mais au final, leur ADN, c'est quand même ça. Et du Evermore. coup, ouais, et donc du coup, Evermore, exactement. Et donc ils sont arrivés dans des démarches qui sont un peu plus enfin, oui, commerciales, là, pour le coup, que nous. Et c'est vrai que souvent, quand on me demande alors évidemment, je suis parti pris quand on me dit pourquoi choisirez-vous plutôt que Calm ou Headspace. Je dis bah allez voir les reviews sur le store. Vous classez les reviews par ordre de récents, les plus récentes, puis vous voyez ce qui est dit en fait. Et en fait, c'est très perceptible. Je crois que je vais pas citer parce que j'ai pas envie de faire du bashing de mes confrères, mais bon, il y a une revue sur 3 où il est marqué arnaque. Voilà, Ouais. parce que voilà, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Donc le marché est en train de s'organiser entre des gens très commerciaux, des gens qui essayent de maintenir et on n'est pas les seuls, hein, des gens qui essayent de maintenir leur intention. Et voilà, puis ça fait un bazar dans lequel C'est les gens doivent sûr. se retrouver. Je m'en souviens d'une discussion que j'ai eue avec mon cousin Fabrice Grinda, qui voulait faire de Craigslist, donc tu connais bien Ouais, certainement américain, espèce de marché de troc pour l'Europe, alors que donc lui, il localisait, il rendait ça européen. Et donc je me dis, des marchés comme la Tchéquie, la Macédonie, enfin tous ces petits marchés, c'est juste impotable pour un Américain, car en fait, ouais, il c'est va regarder ça, c'est la taille d'une ville à Idaho, entre guillemets. Enfin, je fais ça pour semblant. Et ouais. tandis que ça, c'est ta réalité. Et quand bien même, enfin, après, tu peux faire la localisation. Moi, ce qui m'intéressait après, c'est des pays comme la Russie, ou qui est quand même grand, et où je pense que le besoin, c'est peut-être un first world problem, la méditation. Mais Mmh. peut-être ces marchés en ont besoin aussi s'ils pouvaient dédier 10 minutes de leur journée dans un stress où beaucoup de monde n'a pas de pommes de terre sur leur assiette. Donc, Ouais. payer pour un truc est-ce que c'est un luxe? Comment tu vois ça? Comment je vois ça? C'est difficile pour moi, en fait, je pense que les gens qui méditent finissent par se dire que c'est un besoin essentiel Mmh. pour leur propre vie. Et je peux illustrer ça de plein de façons, hein, sur la qualité de présence qu'on a. Et je vais prendre une petite illustration. Permets-moi cette digression, mais Vas-y, vas-y, euh, vas-y. je suis à un âge où les gens ont des enfants qui ont entre 10 et 15 ans. Et tous mes amis, les gens que je fréquente, me disent ils ont grandi trop vite. Ils disent, c'est ça qu'ils disent en France. Je dis mais en fait, ils n'ont pas grandi trop vite, parce que tes enfants, ils ont grandi d'un jour par jour. Par contre, tu peux avoir l'impression, si toi, tu n'étais pas présent, que tes enfants ont grandi trop vite. Wow. Mais, mais mais mettre la responsabilité de ça sur la notion de temps ou sur la notion d'enfant, en disant que c'est eux qui ont grandi trop vite, je trouve ça assez malhonnête pour soi. Et donc, du coup, c'est pour ça, je reviens à en quoi c'est essentiel. C'est-à-dire que si c'est essentiel pour nous de voir nos enfants grandir un jour par jour et d'être vraiment présent avec eux, la méditation devient un besoin essentiel. Et en même temps, c'est vrai que quand on regarde la pyramide de Maslow, la méditation, elle n'est pas tout à fait au même niveau que la nourriture et le toit. Et donc ça, je le comprends bien. Je ne dis pas que donc en ce sens, elle n'est pas vraiment essentielle. Donc évidemment que manger, se sentir en sécurité et être à l'abri, je veux dire, des intempéries et tout ça, être au chaud, ce sont des besoins qui sont plus essentiels que la méditation. Mais la méditation arrive, à mon avis, pas très loin après. Et ceux qui méditent le comprennent très bien, mais c'est difficile de convaincre sur ce sujet. Hmm. Donc nous, là-dessus, pour Petit Bambou, la notion de marché, on a regardé tous ces marchés de la Russie et tout ça. Et en fait, on essaye toujours de se connecter à notre propre intention. Si notre intention, c'est de faire Evermore, bah, on regarde. Si notre intention, c'est vraiment d'aider les gens qui ont envie de méditer à avoir la meilleure solution possible, normalement, on y va. Donc, c'est comme ça qu'on arbitre nos décisions de est-ce qu'on y va ou pas. Plus, évidemment, un facteur de difficulté. Est-ce que c'est facile de trouver des instructeurs russes? Est-ce qu'on va réussir à s'entendre culturellement pour avoir le même projet ensemble? Bon, c'est peut-être un peu plus compliqué avec un russe pour moi qu'avec un italien ou qu'avec un espagnol. Hmm. Encore que peut-être que je me mets des barrières mentales qui sont Hmm. pas bonnes, parce que peut-être que ça serait très simple. Ben, après, on est quand même des êtres politiques et on ne peut pas s'empêcher de Bah penser oui. aussi au contexte dans lequel ça s'inscrit, d'où, enfin, il y a un autre marché qui est assez grand qui s'appelle la Chine. Ça aurait pu être un autre marché qu'on peut en regarder, mais enfin, c'est archi compliqué avec les pare-feux, enfin, le Great China Wall et tout, et puis le contrôle, est-ce qu'on a envie de se mettre là-dedans?
Ouais, alors on a regardé ça aussi et c'est vrai que c'est très compliqué et c'est très compliqué d'y aller. Donc est-ce qu'on est OK pour, cette complexité, c'est aussi une opportunité parce que si on arrive à résoudre la complexité et ben, on prend un avantage sur ceux qui arrivent pas à résoudre la complexité. Mhm. Bon, pour l'instant, on n'a pas réussi à résoudre en Chine, mais par contre, on est très bien accueillis en Inde, figure-toi. En Inde, donc en Inde, c'est le pays qui fait le deuxième plus grand nombre de téléchargements de Petit Bambou, là, depuis 6 mois. Ça se fait en anglais. Ça se fait en anglais. Ouais. Et c'est un peu une surprise pour nous parce que on n'a pas mis d'effort marketing sur ça. On n'a pas fait de publicité en Inde. Et je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que Petit Bambou était très très bien accueilli par les Indiens. Et donc du coup, ils téléchargent massivement l'application, ils utilisent massivement l'application. Et on est ravis. On est ravis. Alors, en termes de chiffre d'affaires, c'est pas grand-chose parce qu'en fait, les Indiens payent pas la partie payante. Mais c'est tout à fait OK avec nous parce que C'est notre partie intention, de la c'est de faire mission. méditer les gens. Ouais, c'est partie de Voilà. la mission, exactement. Hmm. Et donc, du coup, Ouais, donc c'est la l'Inde, preuve que c'est un grand ouais, pays ouais. et c'est en croissance. Et puis, enfin, je parle beaucoup avec les Indiens. La dernière fois que j'ai regardé, j'avais 11% de mes écouteurs dans mon podcast anglais qui étaient indiens. Ah Donc, ouais? en fait, c'est plutôt une question de taille. Et puis, il y a quand même une grande partie d'anglophones qui sont très éduqués, qui sont à la recherche de ce qui se passe ailleurs. Et après, pour pouvoir payer, c'est autre chose. Je voulais parler, Ludovic, j'ai deux autres sujets. Celui-ci, c'est ta gestion de ton équipe. Car en fait, quand on parlait au tout début de croisement, enfin le manque de paroi entre le perso et le pro, et quand tu as un business comme tu as, il me semble que ça doit être quelque chose d'extraordinaire de travailler sur la méditation. C'est style, moi j'ai passé ma vie à vendre des shampoings. Donc il fallait faire l'usine, enfin, il y avait un côté industriel, lourd, et le bien-être de l'employé était juste, bon, sympa, mais pas du tout premier regard. Pour toi, comment tu gères ton personnel de 17 personnes? J'aimerais aussi savoir quelle est la répartition de ces 17 personnes. C'est-à-dire, il y a des programmers, il y a des meditators, enfin, c'est quoi? Raconte-nous. Alors, la deuxième partie de la question est plus facile. Alors, la répartition, il y a la moitié de l'équipe est technique. Donc, ce sont les gens qui s'occupent de programmer l'application, de programmer tout ce qui est derrière l'application, les serveurs, l'infrastructure et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment très technologique. Et il y a l'autre partie de l'équipe, et ce qu'on appelle chez nous marketing, mais c'est pas vraiment marketing, il y a ceux qui s'occupent des relations avec les instructeurs, qui Ah s'occupent oui. de Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas d'instructeur de méditation qui travaille chez Petit Bambou. Ça, c'est notre volonté. C'est de pas être, c'est de travailler avec des gens qui ont envie de travailler avec nous sur les sujets qui leur importent. Je parle des instructeurs. Donc, s'il y a un instructeur qui veut travailler sur le sujet du deuil, eh ben, très bien, on va accueillir ça, on va travailler sur le sujet du deuil avec lui. Mais c'est son énergie à lui qu'il vient ramener dans Petit Bambou. Et nous, on accueille l'énergie vraiment, évidemment, avec immensément plaisir. Donc, on a des personnes qui gèrent les relations avec eux. On a un petit peu de personnes qui gèrent le service client de Petit Bambou, parce qu'en fait, c'est la partie qui devient de plus en plus complexe au fur et à mesure qu'on grossit. Parce qu'évidemment, il y a toujours des gens qui tapent mal leur email ou qui ont des Ça petits marche soucis. pas. Ouais, ça C'est marche de pas, leur faute. exactement. Non, mais c'est peut-être la faute de iPhone et Ouais, pas la faute de exactement. l'application, etc. Mais de notre point de vue, en fait, ils ont un souci avec Petit Bambou, même si un souci technique avec Petit Bambou, même si le souci vient pas de nous, faut qu'on leur trouve une solution, quoi. Donc on est une équipe qui s'occupe de ça. Et puis ensuite, on a des responsables de pays, donc des responsables de gens qui s'occupent de tout ce qui se passe dans les relations presse avec les pays. Donc on a une Espagnole, une Italienne, une Allemande et une Belge qui gère le Netherlands. Et ces personnes sont basées dans les pays où ils sont chez Non, toi à elles sont Lille. chez moi. Alors, on a deux bureaux. On a un bureau au Luxembourg et un bureau à Lille. Le bureau au Luxembourg, c'est là où il y a tous les responsables pays, avec mon associé qui y est aussi. Et le bureau à Lille, c'est là où il y a le marketing et puis la technique. Ah. Et donc, on est 12 ici et 5 au Luxembourg. Et donc, raconte-moi les temps de méditation chez vous. Est-ce que vous avez des rituels est-ce que ça fait partie intégrante ou tu fais un peu plus laisser les uns les autres faire comme ils veulent? Comment tu fais? Alors, je laisse tout le monde faire comme il veut et on n'est pas obligé de méditer quand on travaille chez Petit Bambou. Parce que j'ai pas envie de tout mélanger, justement. Je veux dire, quelqu'un qui programme très bien,
n'a pas besoin d'être un méditant pour être heureux dans son métier chez Petit Bambou. Donc évidemment, on incite un petit peu à méditer quand même, parce que c'est quand même notre sujet, donc c'est mieux de savoir de quoi on parle, mais une partie de l'équipe ne fait jamais de méditation. On a un petit rituel, c'est à midi, on s'arrête de travailler et on médite 20 minutes. Enfin, ceux qui veulent méditent 20 minutes. Et on médite dans le bureau. Donc c'est rigolo parce que il y en a qui méditent pas et qui continuent à travailler. Donc on entend les petits bruits de souris. Alors, ils sont très gentils parce que du coup, ils parlent pas Ils quand même. respectent, voilà, quand Ils même. respectent Ouais. ça. Mais on médite dans la vraie vie du bureau. Et moi, j'aime bien ça. Parce que j'aime bien méditer des fois complètement isolé dans ma petite bulle, dans mon petit coin chez moi ou dans mon jardin, en entendant les oiseaux et voilà. Mais j'aime bien méditer aussi au bureau parce que le bureau, c'est une partie réelle de ma vie. Et donc, entendre les petits bruits, entendre voilà, ce qui se passe dans les couloirs, des gens qui passent et tout ça, et être en méditation et focaliser mon attention sur ce qui est présent dans mon bureau, j'aime beaucoup. Donc, on médite là. On invite aussi, on est dans un complexe où il y a plusieurs entreprises. Donc, on invite tous ceux des autres entreprises à venir méditer s'ils veulent. Pendant le Covid, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a les gestes barrières, les distances et tout ça. Donc, du coup, on est beaucoup moins. Et puis, on perd un petit peu l'habitude parce que quand je suis tout seul, en fait, je passe mon tour sur la méditation de midi, voilà, pour méditer le soir à la maison. Et donc c'est ça le rituel. Et tu parlais de comment je gère mon équipe tout à l'heure. Donc j'ai plutôt répondu sur comment c'était organisé. En fait, moi j'aime bien, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est authenticité. J'ai horreur de tous les livres de management, de tous les dogmes, de dire voilà comment il faut faire, voilà, voilà. En fait, je gère cette équipe comme je suis, donc avec mes forces, mon énergie, mes faiblesses, mes tristesses, je suis assez transparent en fait dans la façon de gérer et je recrute des gens qui sont compatibles avec ça. C'est-à-dire que je peux pas, je pense que j'aurais quelqu'un qui aurait besoin d'un patron très charismatique, très autoritaire, qui donnerait des directions, serait très malheureux à côté de moi en fait. Il trouverait que je suis pas assez, probablement pas assez dirigiste. Donc en fait, j'embauche des gens qui sont, voilà, les deux qualités, je trouve, quand j'embauche des gens, c'est je veux qu'ils soient autonomes, c'est-à-dire qu'ils sachent, qu'ils soient suffisamment compétents pour faire le boulot et qui génèrent des interactions positives dans l'équipe. S'ils ont les deux choses, et générer des interactions positives, dans l'équipe, pour moi, c'est très important. Parce que de toute façon, comme on ne sait pas tout faire dans notre métier, parce que tout évolue tout le temps, si on génère des interactions positives, en fait, on va pouvoir se nourrir de l'énergie des autres qui vont nous expliquer des choses et en fait, on va grandir tous ensemble. Et donc, cette notion d'interaction positive est très importante. Et puis en soft skill, j'aime bien qu'ils soient doués pour la joie. Moi, j'aime bien les gens joyeux. J'aime bien voir des sourires le matin. J'aime bien être content de les retrouver. J'aime bien qu'ils soient contents de me retrouver. Et la joie, c'est pareil. C'est pas pour vivre dans un monde utopique. La joie. Si on arrive à focaliser son attention sur ce que c'est que la joie, en fait, ça nous génère énormément d'énergie pour la journée. C'est très très bon pour la productivité professionnelle, même si c'est un gros mot, souvent en France. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, la joie, ça nous fait mieux travailler. Donc, ça nous fait rentrer chez nous aussi en plus grande joie. Donc, ça génère plein d'interactions positives partout. Donc, je veux des gens qui soient doués pour la joie, qui aiment bien rire, qui aiment bien arrêter de bosser pour dire, bah voilà, il est 4 heures, là, j'ai envie qu'on prenne une bière ensemble. Bah, ok. Bon, pas tous les jours, hein, parce que sinon, on va grossir, mais j'aime bien ça. Voilà. C'est comme ça que je gère mon équipe. C'est drôle que tu penses à grossir. Il y a d'autres qui diraient, oh bah attends, perte de temps, putain. Ah ouais, non, pas du tout. Non, mais Non, voilà, donc c'est quand on mignon. partage une bière, on discute du boulot, en fait. Et donc, du coup, on discute de plein de choses sous un autre angle qui nous permettent de découvrir peut-être des dysfonctionnements ou de déminer des terrains qui seraient en train de se miner. Non, en fait, je pense que c'est très utile, au contraire. J'adore C'est pas du tout ça. une perte de temps. Et petite réflexion, tu parlais de l'autonomie et ensuite Ouais. la capacité de générer des éléments positifs avec l'équipe. Moi, j'ai envie de dire, il y a un côté indépendance dans l'autonomie, mais Ouais. interdépendance dans le côté des capacités de collaborer parce que je ne suis pas capable de savoir tout, j'ai besoin de mes équipiers et autant faire ça dans un bon esprit. Absolument. Absolument. Et ça, c'est une alchimie qui est pas si facile que ça, hein, à trouver. Parce que quand on embauche quelqu'un, c'est difficile de déceler ça. Et donc, du coup, ça, je crois que ma partie managériale, si je devais la définir, c'est être garant de cette énergie-là. Mm. Parce qu'en fait, ils sont tous beaucoup plus compétents que moi sur tous les sujets sur lesquels ils traitent. Donc, ma capacité, ma façon de manager, si je devais dire, voilà, mais encore une fois, c'est pas un mot qui m'est très familier. Mais c'est être garant de cette énergie et puis d'insuffler, de protéger toutes les zones qui sont très positives et d'insuffler du positif dans les zones qui sont peut-être un petit peu plus rugueuses pour que ça se fluidifie.
Donc voilà, donc c'est comme ça que je gère, c'est comme ça que je gère. Mais mais je fais pas de C'est, revue annuelle, je fais pas de tout ça, je fais pas tout ce qui est marqué dans les livres de management, je fais rien de tout ouais. ça. Mais en fait, le fait en plus d'être une société privée où c'est charge à toi, le niveau de Evermore, entre guillemets, enfin, croissance et rentabilité, si tu te dis, bah, je suis content avec ces 6 langues, ces 7 millions, bien sûr, tu veux faire plus, mais il n'y a pas le même acharnement pour aller Ouais, faire encore de la croissance et pousser, stresser les gens qui est moteur de, enfin, tellement négatif. ouais et la battle forevermore, you cannot win it. Non, bien sûr. Pas possible. Un Donc il y a jour, un moment ça, il y a l'autre côté de la colline. oui et puis même de toute façon, même si on arrive à l'objectif, on va se remettre un objectif plus haut, donc en Ah fait, on oui, se crée une frustration. C'est evermore, c'est pas atteignable, on se crée une frustration qui est pas bonne. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition. C'est-à-dire que nous, on a une mission avec Petit Bambou qu'on essaye de bien affiner maintenant, mais je pense que la mission, au-delà de diffuser de la méditation, c'est de réussir à mettre de l'équilibre dans des zones qui ont été déséquilibrées par la technologie. Je pense qu'on va parler des enfants après. oui. C'est très visible avec les enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils sont vus la technologie a été un raz-de-marée sur eux, donc ils savent presque utiliser un iPad avant de savoir parler. Enfin pas les miens, mais bon, encore que c'est pas sûr. Et ça crée des déséquilibres, notamment au niveau de leur attention, et qui sont un peu, je trouve, ça devient un problème presque de société globale. Mm. Et donc notre intention, et je trouve que la méditation est un très très bon outil pour équilibrer ça. C'est-à-dire Mm. qu'on va pas, c'est pas possible d'enlever les téléphones des poches de tout le monde, c'est pas possible, ça Mm. marchera pas. Donc c'est lost battle, donc let's not fight it. Mais par Et contre, si on arrive d'ailleurs, à, ça aide parce que l'application est dedans quand même aussi. mais oui, mais justement, on trouve que c'est une bonne façon de réapprendre via le téléphone, qui est probablement une des sources de problèmes d'attention, de réapprendre son attention. En fait, c'est une espèce de, on réconcilie, enfin, on essaye à notre mesure d'essayer de réconcilier ça. Et voilà. Et donc, du coup, et donc là, on a beaucoup d'ambition. Et là, Mm. oui, là, il y a un petit peu de événement. Le plus on fera ça, au plus Mm. on sera connecté à notre vraie intention et au plus on sera content de l'œuvre qu'on a réalisée avec Petit Bambou. Mais ça se joue Et, certainement pas en termes de marché ou de finance ou de tout ça. ouais. Enfin, c'est une très belle mission. Enfin, Ouais, merci. il y a punaise de besoin. Donc, ton Ouais, livre aux éditions Hachette, Marabout, si je le prononce bien, les premières méditations avec Petit Bambou, qui vient tout juste de sortir. ouais. J'ai pu parcourir ton livre. Il est génial, car en fait, enfin, je me dis, putain, j'aurais pu, il me fallait ce livre il y a, je sais pas, 20 ans, Ah, c'est gentil. pour l'inscrire avec mes enfants, enfin, qui sont francophones aussi. Et, euh, et en plus, quelque chose qui est fondamental dans ton livre, c'est que enfin, c'est écrit pour les adultes, mais c'est aussi bien pour les adultes, j'ai envie de dire. Parce que l'adulte, que ce soit enseignant ou parent, est là pour accompagner l'enfant dans la manière. Donc, je trouve que c'est très subtil, très bien fait. Euh, pour toi, ce livre, comment mieux comprendre l'intérêt de la méditation pour l'enfant? Ouais, alors c'est vrai que notre intention avec ce livre, c'est de faciliter la pratique de la méditation pour les enfants. Donc c'est évidemment un livre qui est très vulgarisé, donc qu'on peut lire pour les enfants, enfin les enfants à partir de 10 ans peuvent lire ce livre. Et effectivement, il est écrit aussi pour les adultes, parce qu'on voudrait pas que les adultes se disent: «Tiens, mon enfant a des problèmes attentionnels, je vais le mettre à la méditation, ça va régler le souci». Mm. On veut enfin, on imagine que la façon la plus efficace de ramener cet équilibre dans ces troubles attentionnels, c'est que les parents se mettent à méditer, comprennent ce que c'est que la méditation, aient envie d'inviter leurs enfants, et une solution facile pour inviter leurs enfants à participer à ce mouvement, pour qu'en fait ce soit un chemin commun. Et pas simplement, bon, c'est le problème des enfants, j'aurais trouvé une solution, hop, prenez ça et démerdez-vous. Mm. Et puis après ça, dire que la méditation, ça marche pas, parce qu'évidemment, si on a cette attitude-là, la méditation, les enfants vont probablement pas la faire. Donc c'est ça l'idée. Donc ouais, le livre est sorti. Donc ça a été écrit par une personne qui s'appelle Dominique Buté, qui est une des instructrices de Petit Bambou, qui avait écrit les programmes pour enfants sur Petit Bambou. Mhm. Et on a évidemment participé à la réalisation de ce livre parce qu'on le co-signe. Mais rendons quand même à elle, c'est elle l'auteur,
l'autrice, je sais plus son l'auteur. L'auteur avec un E, L'écrivain, ou est-ce que l'écrivain. c'est l'écrivaine? J'en sais rien non Ouais. plus. Enfin, c'est pas moi qui puisse C'est elle qui a écrit. raconter ça. Comme ça, Voilà. on n'a pas de. Et tu as aussi une dessinatrice qui a fait des très jolis dessins. Ouais, alors la dessinatrice, c'est la personne avec qui on travaille depuis le tout début sur Petit Bambou, donc c'est l'esprit des dessins de Petit Bambou. Et effectivement, donc en fait, on essaie de balayer tous les aspects de la méditation pour les enfants, donc la qualité de présence, sentir ses sensations physiques, l'observation des pensées, voilà. Et pour les parents qui connaissent pas la méditation et qui écouteraient, c'est vraiment comprenez la méditation non pas comme une pratique issue de religieux qui ont été laïcisés et tout ça, mais un truc un peu ésotérique. On peut vraiment comprendre aussi la méditation comme étant un entraînement attentionnel. Donc, on apprend à focaliser son attention sur ce sur quoi on souhaite focaliser son attention, pardon. Et donc, soit on la focalise sur nos sensations physiques, ce qui est présent là, soit sur les pensées, soit sur nos émotions. Quand un enfant est triste, eh ben, il est triste, voilà. Et savoir reconnaître cette émotion, pour l'enfant, va lui permettre de mieux la gérer, ou mieux En tout l'utiliser. Moi, cas, j'aime bien le concept l'apprivoiser d'utiliser. quelque part. Ouais. Ouais. Oui, et puis j'aime bien aussi dire que les émotions sont utiles. C'est-à-dire que la peur, ça a été utile, parce que sinon, on se serait tous fait bouffer quand on était dans le temps des cavernes, si on n'avait pas peur et qu'on ne s'était pas protégé. Et la tristesse, bah, c'est peut-être une émotion qui est utile aussi, parce que du coup, on va aller recréer du lien pour se réconforter auprès de son papa ou sa maman quand on a un enfant, ou aller retrouver de l'énergie auprès des gens qu'on aime bien. Et donc, en fait, l'émotion peut nous mettre en mouvement. Et j'aime bien cette notion d'utilité. Mhm. Donc, de faire comprendre aux enfants que s'ils sont anxieux, bah, peut-être que cette anxiété, elle peut être utilisée pour quelque chose, pacifiante pour eux, donc du coup, plutôt que de la combattre en disant il faut absolument que tu sois calme, il faut absolument que tu sois, voilà. Non, c'est juste simplement prends cette émotion, utilise-la pour quelque chose qui soit positif pour toi. Et en fait, on peut trouver. Et C'est-à-dire enfin, que tu mets l'émotion dans l'émotion. ouais, bah, Et c'est ce juste, mouvement, c'est ça, n'est-ce pas? Et ce que exactement. j'ai vraiment apprécié, enfin, mon regard en tant que parent, c'est cette notion quand les enfants voient les choses en noir et blanc. Leur manière au début est de voir des choses comme si c'est catastrophe. Ouais, C'est mon meilleur ami, mon tout meilleur ami. Enfin, écoutez, enfin non, non, j'aime pas. Enfin, il y a noir et blanc sur plein de choses. Et ouais, la manière que vous avez conçu ces méditations, enfin pour moi, je l'ai vu comme très différent de la méditation que je fais moi. Car en fait, tu l'as vraiment adapté à la fois pour l'esprit de l'enfant, ouais. et j'imagine combien c'est difficile d'être dans la tête d'un enfant, un gosse de 8 ans, pour écrire pour cette personne, parce que bon, bah, j'ai passé l'âge. Et aussi, tu accompagnes bien, c'est-à-dire que j'avais l'impression de bien sentir ce que je devais faire en tant que parent. Parle-moi de cet élément pédagogique, comment vous avez travaillé ça? Alors j'ai un peu de mal. Alors déjà, merci beaucoup pour ce que tu dis, parce que c'est effectivement vraiment l'intention du livre. Donc si toi tu l'as perçu comme ça, c'est qu'on est arrivé, on a bien fait on a bien écrit, Bon, donc c'est super. enfin, en tout cas, c'est moi qui le dis, et Ouais, ouais. j'ai envie de savoir que tout le monde devrait acheter les premières méditations avec Petit Bambou. Donc, je suis missionnaire là-dessus. Ah bah, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup Minter, plein de gratitude pour ça. Le Heu, Comment on a écrit? Alors écoute, c'est difficile pour moi de te répondre parce que c'est pas moi qui ai écrit, c'est Dominique Butet donc. Et en fait, je crois qu'elle, elle est passionnée de ça. Donc en fait, elle c'est son travail, enfin une partie de son travail, c'est s'intéresser à tout ça. Donc savoir ce qu'il y avait dans sa tête au moment où elle a écrit, moi je peux peut-être le sentir parce que je médite aussi avec mes enfants, donc je vois bien. Et mais enfin je vois bien. J'imagine bien voir. L'idée, je pense que vraiment principale, c'était de vouloir, je veux dire un mot un peu fort, briser, casser cette notion de les parents enfin, les parents veulent trouver une solution pour leurs enfants. Voilà, on veut pas de ça. C'est pas les parents qui veulent trouver une solution pour les enfants, c'est les parents et les enfants vont se mettre à une pratique qui va embellir leur relation, embellir leur vie, et voilà. Et effectivement, quand tu parles de noir et blanc sur les enfants, ouais, mes enfants, ils sont pareils. Et en fait, on apprend la modération peut-être avec une certaine forme de maturité, encore que des fois, on est un peu pareil nous aussi en tant qu'adultes. Mhm. Il suffit de voir, je sais pas, notre relation avec Trump, par exemple. C'est difficile de modérer, mais peut-être que cette notion, enfin, peut-être que c'est un contre-exemple qui est pas bon. C'est pas un homme de modération. Non, exactement. Et, et en même temps, il y a une beauté là-dedans. C'est que la façon qu'ont les enfants de vivre entièrement, pleinement Mm. une émotion,
elle est jolie, elle n'est pas à Mmh. combattre. C'est-à-dire que Mmh. je trouve que cette modération, si elle arrive quand elle arrive, mais pendant qu'elle n'est pas là, et ben elle n'est pas là. Super. Bah, regardons ça, acceptons ça, vivons ça. Et effectivement, un amour fou d'un enfant de 3 ans pour son meilleur copain, c'est génial. C'est génial plutôt que de dire, bah, tu sais, peut-être que tu vas découvrir que il Il est y a pas ci, il d'autres, est pas ça. voilà. Ouais, laissons cette beauté de la pureté de la sensation jusqu'au bout, et puis laissons le temps faire avec la maturité que ça s'adoucisse. Mais moi, je trouve ça vraiment magnifique. C'est Magnifique, les ça se rationalisations des adultes, ça ouais, casse tellement, comme tu dis, brise presque. Mais voilà, donc nous arrivons au bout de notre truc. Moi, au tout début, tu as dit que tu adores le jardinage et tout au long de notre conversation, Ludovic, j'avais envie de dire que la méditation est un moyen formidable de cultiver son bah, oui, jardin intime, c'est mettre les mains dans la boue de notre corps et de faire germer des pensées d'aujourd'hui, enfin, d'être tellement plus en phase, connecté avec soi-même, mais aussi avec la nature, l'air ambiant, les gens autour et plus grand la communauté, etc. Et ouais. donc, j'adore ta mission. Et puis, ta manière, évidemment, tu es autant, enfin pour moi, je le sens, tu es authentique par rapport à ta mission. Bien sûr, il faut faire du pognon. Enfin, je veux dire, celui qui arrive pas à insérer du pognon dedans, ben, il vit pas. Enfin, parce que c'est ça notre réalité. On n'a pas besoin d'avoir une dogme là-dessus, et c'est tout un drame quand on est tellement dictatorial par rapport à la mission, qu'on n'arrive pas à faire de la rentabilité, ce qui est un problème pour plein d'entreprises qui sont un peu trop idéalistes. Mais Ouais. tu arrives à doser ça d'une manière qui est formidable et je suis vraiment ravi de reconnecter avec toi. Ouais, moi aussi. Tu vois, cette histoire d'argent, en fait, moi, ma vision, c'est que quand on est vraiment dans son œuvre et sa mission, l'argent arrive. Mm. Voilà. Et si l'œuvre et la mission, c'est de l'argent, en fait, ça finit par se déliter, et en tout cas, ça génère pas du positif pour soi. Donc, en fait, focalisons-nous sur la mission, sur l'œuvre, et en fait, attirons toutes les énergies qui vont bien autour de ça. Et l'argent, elle fait partie des énergies qui vont être attirées par ça. Et en fait, c'est vrai que on a de la chance avec Petit Bambou, c'est que ça s'est passé comme ça. Donc, en fait, on a passé des stades où l'argent n'est pas vraiment un souci. Donc, on peut se focaliser vraiment sur notre intention. Et Ouais. cette notion d'intention est tellement importante parce qu'il y a une expression qu'on peut tourner, je le dirais en anglais, mais parce que je ne le connais pas en français. Money goes where energy flows. Bah oui, c'est ça. Mais malheureusement, il y en a plein qui pensent que energy goes where money flows. Il y a souvent l'expression follow the money parce que Ah bah non, l'argent c'est l'inverse. indique tout. Voilà, donc, mais cette intention originale qui en fait préforme et structure tout le reste Ouais. dans les équipes. Comment les recruter d'ailleurs, j'aurais voulu te poser cette question. Comment recruter des gens qui sont capables d'apporter cette autonomie et cet bel esprit positif tout au long. Moyennant quoi, peut-être il faudrait avoir un autre entretien quand tu continues à dominer et puis faire vivre la méditation pour les enfants et les adultes pour avoir ce moment précieux. Ludovic, comment est-ce que quelqu'un peut connecter avec toi le mieux, suivre ce que tu fais? Donne-nous des astuces pour, en tout cas, aller chercher le livre, évidemment, ou chercher l'air petit bambou pour méditer dans la journée. Alors je suis, la meilleure façon de connecter avec moi, c'est LinkedIn. C'est là où, enfin, je lis tous les messages évidemment. J'en ai beaucoup, donc m'en voulez pas si je réponds pas tout de suite parce que Ouais. de temps Ouais, en temps, j'ai un le trou. petit indice Ouais, que je dis toujours, c'est marquez pourquoi vous voulez vous connecter. Pas ouais. simplement connecter, bouton connect, mais expliquer pourquoi et donner une raison pour laquelle Ludovic ait envie de vous dire oui et connecter avec vous. Ouais, exactement. Et puis il y a beaucoup de monde qui me demande de discuter 20 ou 25 minutes avec moi sur leur projet, tout ça. Je peux pas dire oui à tout le monde parce que sinon je travaille plus, Ah parce bah, qu'il est beaucoup. Donc m'en voulez surtout pas, ceux qui se connectent, oui, oui, je suis quand même joignable, et puis je prends quand même du temps pour ça. L'autre façon pour connecter ce que je fais, enfin, si vous voulez suivre, je pense que je suis moins intéressant que mon projet. Donc, du coup, je pense mettez-vous à Petit Bambou et voyez tout ce qui se passe sur Petit Bambou. Hem
Et inscrivez-vous, j'ai envie de dire, inscrivez-vous dans cette démarche. Si je peux mettre, allez, je peux mettre une petite injonction dans cette démarche d'équilibrer, c'est l'impact de la technologie ou l'impact de la exposition aux sollicitations dans notre vie. Eh ben, engagez-vous là-dedans via la méditation ou via quelque chose d'autre pour qu'on retrouve un monde où on soit en harmonie avec tout ça. Et pour le livre. Voilà. Et pour le livre. Et pour le livre, alors le livre, on peut l'acheter un peu partout. Enfin, normalement, dans les librairies, j'aime bien dire dans toutes les librairies, mais je crois qu'il n'est pas partout. Mais partout où je vais, je vois je prenais le train l'autre jour dans les relais, dans les gares liées. Il doit être dans les librairies un peu partout. Et j'ai pas trop envie de vous parler de l'entreprise qui a le nom de forêt amazonienne, forêt sud-américaine. Merde, j'ai dit non. Parce que je trouve qu'il vaut mieux aller acheter son livre chez un libraire qui aime autant les livres que les vendre, plutôt que chez des gens qui veulent juste les vendre. Donc j'ai quand même envie d'inciter ça. Mais ceci étant dit, il est disponible donc sur cette plateforme aussi. Ouais, il est disponible en ligne. C'est comme ça. En étant auteur, je ne peux qu'être, et puis quelqu'un qui adore lire un livre par semaine à peu près. Évidemment, j'apprécie. Ludovic, un grand plaisir de t'avoir. Bravo pour le succès que tu es en train de faire foisonner, faire croître de manière organique, sans avoir appel à cette Evermore Strategy. Et puis, bravo pour le livre, cette autrice et dessinatrice. Et voilà, plaisir de te suivre. Un grand merci. Merci beaucoup pour ton invitation, Minter. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. A stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust is the reason. Still, I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man, in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust in my reason, and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, bid to the test. I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man, in the arms of a woman.